place aux actualités africaines. Messieurs, mesdames, bienvenue. À la une des nouvelles africaines, on démarre avec Somaliland où le président Siro remporte la présidentielle. Au Somaliland, le leader de l'opposition Abdirahman Mohamed Abdullahi a remporté l'élection présidentielle de mercredi dernier. Plus connu sous le nom de Siro, le chef du parti national Wadani a battu le président sortant Muzbini Abdi selon ce que rapporte le média Garowe Online. L'homme de 68 ans a obtenu 64% de voix contre 35 pour son adversaire d'après le résultat communiqué par la commission électorale du Somaliland cité par Garowe. Le Somaliland, territoire sectionniste de la Somalie, jouit d'une autonomie de feu depuis 1991, mais il n'a été reconnu par aucun pays, ce qui limite l'accès aux financements internationaux et la capacité de ses 6 millions d'habitants à voyager. Le pays occupe une position stratégique à la jonction de l'océan Indien et de la mer Rouge. On parle à présent de la Tanzanie où il y a eu au moins 16 morts dans l'effondrement d'un immeuble à Dar es Salaam. Les efforts de secours sur le site de l'effondrement d'un immeuble qui a tué au moins 16 personnes dans la capitale économique de la Tanzanie sont entrés dans leur troisième jour lundi. Le nombre exact des personnes coincées reste flou, mais plusieurs témoins ont déclaré aux médias locaux avoir perdu contact avec des proches qu'ils croient à l'intérieur du bâtiment. Certaines des victimes ont été entourées lundi. Le Premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa a assisté à certains des enterrements après avoir visité les sites de l'effondrement et a déclaré que les opérations de secours se poursuivraient jour et nuit jusqu'à ce que nous soyons absolument certains que chaque personne plutôt coincée ait été retrouvée. Plus de 80 personnes ont été secourues de l'immeuble de 4 étages de Dar es Salaam qui abritait des dizaines de magasins s'est effondré samedi matin. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a ordonné un audit de tout le bâtiment dans les quartiers Kariako de Dar es Salaam, en secteur prisé des commerçants, et a demandé à la police d'obtenir le permis des propriétés et des constructions du bâtiment effondré. Actuellement, c'est la saison de pluie en Tanzanie, période durant laquelle les effondrements des bâtiments sont fréquents dans ce pays d'Afrique de l'Est. On va quitter la Tanzanie, messieurs et dames, et une petite virée pour nous faire arriver au Mali. Justement, on parle des arrestations, la violence, la violente méthode pour faire plier le multinational minière. 3 cadres de la compagnie minière australienne Resolute, dont son directeur général Terry O'Lahan, sont toujours détenus à Bamako. La compagnie qui exploite la mine d'or des Siamiens dans le sud du Mali a annoncé ce lundi 18 novembre 2024 qu'elle allait verser 160 millions de dollars aux autorités maliennes pour solder le différent financement qui les oppose. Avec ces arrestations de représentants étrangers, une nouvelle étape est affranchie pour faire plier le multinational minière. Les 3 dirigeants de la compagnie minière australienne Resolute étaient venus à Bamako pour négocier. Ils ont d'ailleurs eu le temps de présenter une contre-proposition aux autorités. Quelques heures plus tard, ils étaient arrêtés à leur hôtel. Un premier versement des 80 millions de dollars a donc été fait
en un second du même montant dans le prochain mois. Un épisode qui intervient un mois après l'arrestation du haut cadre malien de l'entreprise Barrick Gold présente sur le gisement de Loulo Gounkoto. Une source nous confirme d'ailleurs que Mark Briston, le patron de Barrick Gold, était attendu à Bamako et que devant le risque d'une possible arrestation, il aurait renoncé à s'y rendre. Ces arrestations, coups de pression, sont le sens d'une méthode désarmée éprouvée par la junte qui cherche à remplir les caisses de l'État. Elle veut faire entrer les conventions établies avec les entreprises sous les régimes du nouveau code minier, moins favorable aux investisseurs. Le multinational accepteront, elles, encore longtemps ces pressions? On espère malien en doute. L'économie, ce n'est pas de l'émotion, c'est du tact et de la subtilité, déplore-t-il en pointant les conséquences de cette politique et le départ déjà effectif de plusieurs sociétés qui faisaient de l'exploration aurifère dans le pays. On parle Soudan où la Russie met son veto à une résolution de l'ONU appelant à un arrêt immédiat des hostilités. Alors que le conflit au Soudan a déjà fait des dizaines de milliers de morts et plus de 11 millions de déplacés en seulement 18 mois, le Conseil de sécurité de l'ONU a échoué à adopter une résolution appelant à un arrêt immédiat des hostilités dans le pays. Ce lundi 18 novembre, s'il a recueilli 14 voix pour, le texte préparé par le Royaume-Uni et la Sierra Leone s'est heurté au refus de la Russie qui a mis son veto. La Russie a empêché le Conseil de sécurité de l'ONU d'appeler à un cessez-le-feu et à la protection de civils au Soudan en mettant son veto à un projet de résolution présenté par le Royaume-Uni et la Sierra Leone. Ce lundi 18 novembre, le texte vu par l'AFP appelait le parti à cesser immédiatement les hostilités et à s'engager de bonne foi dans un dialogue pour permettre des étapes vers une désescalade. Dans le but de se mettre d'accord de façon urgente sur un cessez-le-feu national. Il leur demandait aussi de respecter les engagements pris en 2023 pour protéger le civil, de ne pas utiliser les violences sexuelles comme tactique des guerres et de permettre un accès rapide, sûr et sans entrave à l'aide humanitaire. Cette décision de la Russie, seul pays à s'être opposé au projet de résolution qui a par ailleurs recueilli 14 voix pour, a provoqué des critiques de plusieurs autres États membres du Conseil de sécurité qui espéreraient ainsi mettre la pression sur les deux généraux rivaux qui s'affrontent au Soudan depuis le mois d'avril 2023. Le général Abdel Fattah al-Burhan, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2021 d'une part, et le paramilitaire des forces de soutien rapide EFSR de son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Emedit, de l'autre part. Cette décision de la Russie, c'est le pays, comme je l'ai dit, ces vétos russes est une honte et montre une fois de plus le vrai visage de la Russie. À l'issue du veto, le ministre britannique des Affaires étrangères qui présidait la réunion s'en est pris à la Russie et tenant des propos virulents. Ce veto russe est une honte et montre une fois de plus le vrai visage de la Russie. Poutine devrait avoir honte d'utiliser des mercenaires pour propager la guerre et la violence à travers le continent africain. Il devrait avoir honte de faire semblant d'être partenaire des pays du Sud, alors qu'il condamne les Africains à plus de tueries, de viols et de famines avec cette guerre brutale, a notamment lancé David Lammy avant de poursuivre. Je demande aux représentants de la Russie combien de Soudanais doivent encore mourir, combien de femmes doivent être violées, combien d'enfants subir la faim avant que la Russie ne se décide à agir. La Russie va devoir s'expliquer vis-à-vis de tous les membres de ce Conseil de sécurité.
Avec ses vétos, elle envoie un message aux deux belligérants qu'ils peuvent agir en toute impunité, ignorer leur engagement et leur responsabilité de protéger leur population. On va prendre un autre chapitre pour parler de la Centrafrique, où il y a un bras de fer entre la CPI et la CPS à propos d'un chef anti-Balaka arrêté. La Cour pénale spéciale CPS et la Cour pénale internationale CPI veulent toutes deux juger Edmond Beina. Mais ces deux juridictions basées respectivement à Bangui et à La Haye ont entamé un bras de fer pour savoir qui jugera ce chef anti-Balaka. Poursuivi pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre qui auraient été commis en 2014 en Gué, dans le sud-est de la Centrafrique. Il est actuellement incarcéré à Bangui. Edmond Beina a été arrêté en juin et est actuellement incarcéré à Bangui. Dans une enquête rendue publique vendredi 15 novembre, le ministre de la Justice de la Centrafrique a demandé au juge de la CPI de laisser la CPS, une cour créée par les gouvernements centrafricains et l'ONU, poursuivre la procédure à Bangui. La Centrafrique a les capacités et la volonté politique d'organiser les procès chez elle devant la Cour pénale spéciale, cite en substance ce que plaide le ministre de la Justice dans sa requête. Les deux cours s'y retrouvent aujourd'hui en compétition, même si elles ont coopéré de façon plutôt fluide sur ce dossier depuis 2019. Si la CPI demande aujourd'hui l'exécution du mandat d'arrêt contre Edmond Beina, plusieurs éléments pourraient plaider en faveur de la CPS. La rapidité d'abord, car l'affaire devrait être renvoyée prochainement devant la chambre d'assises. La cohérence ensuite, car à Bangui, Edmond Beina sera jugé avec 4 autres Centrafricains qui étaient sous ses ordres à l'époque des crimes reprochés. Et les bons sens enfin, car la majorité des témoins se trouvent en Centrafrique. Mais selon les textes, ce sont les juges de la CPI qui devront trancher. Pour l'heure, le procureur Karim Khan n'a pas encore répondu à la requête du ministre de la Justice. On va boucler nos actualités africaines dans ces numéros avec la polémique autour d'un article de la Constitution sur la souveraineté en République démocratique du Congo. En RDC, les discussions autour d'une éventuelle modification ou changement des constitutions se poursuivent. Le camp du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, s'est plusieurs fois exprimé en faveur d'un changement des constitutions, ce que rejette vivement l'opposition. Cette fois-ci, le débat tourne autour d'un article de la Constitution congolaise, l'article des 117, accusé de consacrer carrément la vente de notre souveraineté. Pour l'opposition, il s'agit d'un prétexte. L'article des 118, dont il est question, stipule que la RDC peut conclure des traités, des accords comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité de l'Afrique. C'est le président Félix Tshisekedi qui, ce week-end, a évoqué précisément l'article des 117 de la Constitution, en déplacement en Lubumbashi, dans le sud-est du pays. Il a déclaré que cet article consacre carrément la vente de notre souveraineté des États africains. Pour le chef de l'État, la constitution actuelle n'est donc plus en mesure de protéger le Congolais. Ces propos ont provoqué une levée des boucliers du côté de l'opposition. Pour les opposants, cet article n'est qu'un prétexte. C'est une manipulation, estime Moïse Katumbi. De son côté, Martin Fayulu explique pour sa part que de promouvoir l'unité africaine. Pour sa part, que cet article des 117 n'a pour objectif que de promouvoir l'unité africaine. D'ailleurs, ajoute-t-il, plusieurs autres pays africains ont aussi cet article dans leur constitution, donc dans le Bénin, le Tchad ou encore la Côte d'Ivoire, énumère-t-il.
C'en est fait, messieurs et dames, pour les actualités chaudes africaines de ce numéro. On va se quitter pour se voir à la prochaine.